Dans cette vidéo, on va rappeler quelques règles de calcul fondamentales étudiées au collège, en particulier en ce qui concerne la soustraction et la division. Alors on va commencer par la soustraction. Donc pour définir la soustraction, il faut d'abord définir la notion d'opposé. Donc l'opposé d'un nombre, petit a, c'est un nombre qu'on note moins a et qui doit vérifier a plus moins a égale 0. Ici, il faut bien faire attention parce que le signe moins qui est ici, devant le petit a, ne signifie pas que le nombre est négatif. En effet, c'est simplement la marque de l'opposé d'un nombre. Donc on peut s'en rendre compte en cherchant l'opposé par exemple de moins 2. Donc si je cherche l'opposé de moins 2, qui est ici, eh bien, par définition, c'est le nombre que je vais noter moins 2. Je dois vérifier que lorsque j'additionne moins 2 et moins 2, le résultat doit faire 0. Mais je sais déjà que si j'additionne moins 2 et 2, le résultat fait 0. Par conséquent, je peux en déduire que moins 2 est égal à 2. Et donc, le nombre moins 2 est un nombre positif. Et pourtant, il est précédé d'un signe moins. Donc attention, c'est pas parce que devant une lettre on a un signe moins que ça donne un nombre négatif. On peut très bien avoir moins a qui est un nombre positif, il faut y faire attention parce que c'est des erreurs qu'on trouve fréquemment. Alors maintenant, à l'aide de cet opposé, on va pouvoir définir la notion de soustraction. Donc comment définir la soustraction de deux nombres? Eh bien, on va dire que soustraire deux nombres, ça revient à ajouter le premier avec l'opposé du second. On écrit donc a moins b égale a plus moins b. Alors on va voir à quoi sert cette définition et on va voir qu'on l'utilise souvent dans les calculs, mais on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on saute les étapes du calcul qui permettent de voir l'utilisation de la définition. Et donc ici, on va détailler pour voir comment elle s'utilise. Pour cela, on va réduire une expression. Donc ici, on veut réduire l'expression 5 plus 3x moins 6 moins 5x. Donc, si on applique les règles de calcul classiques, on doit faire les calculs de gauche vers la droite. Et donc, on doit d'abord effectuer l'addition 5 plus 3x. Mais évidemment, on ne peut pas additionner 3x avec 5. Donc, il faut forcément arriver à regrouper les x ensemble et les nombres ensemble pour pouvoir les additionner. Donc pour ça, il faut se débarrasser de ces soustractions aussi, puisque on sait que on ne peut pas permuter les termes d'une soustraction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la définition qui est ici, et donc on va transformer ces soustractions en addition de l'opposé. On obtient 5 plus 3x plus moins 6 plus moins 5x. Maintenant, on n'a plus que des additions. Et on sait qu'on peut permuter les termes d'une addition sans changer sa somme. Maintenant, je peux donc permuter, comme je veux, les 4 termes de mon addition. Donc je vais mettre d'abord les x en premier et ensuite les nombres derrière. Donc j'obtiens 3x plus moins 5x plus 5 plus moins 6. Maintenant, lorsque je fais une addition, je peux regrouper les termes comme je veux. Donc je peux additionner ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'aller de la gauche vers la droite. Par conséquent, je peux commencer par faire d'un côté 3x plus moins 5x et de l'autre côté 5 plus moins 6. J'obtiens alors moins 2x plus moins 1. Enfin, si on veut écrire l'expression de façon plus compacte, à ce moment-là, on peut de nouveau utiliser cette définition, mais cette fois-ci dans ce sens-là, et donc on va obtenir, en transformant cette addition comme ceci sous forme d'une soustraction, on va obtenir le résultat final, c'est-à-dire moins 2x moins 1. On va s'intéresser maintenant à la multiplication et en particulier à la propriété de distributivité. Alors deux choses importantes à retenir sur la multiplication. D'abord, elle est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Et ensuite, elle est distributive sur l'addition et la soustraction. Donc on a ici deux expressions. Donc d'une part, on a ici k fois plus b, donc qui se distribue comme ceci, pour obtenir k fois plus k fois b. Et sachant que lorsque le signe multiplié est placé entre deux lettres, on peut l'enlever sans ambiguïté. Donc à ce moment-là, on peut écrire ça aussi, ka plus kb. Et ici, j'ai rappelé également la fameuse expression de la double distributivité, bon, qui est en fait une conséquence tout simplement de la première égalité qui permet très simplement d'obtenir la seconde. Je ne le ferai pas ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment utiliser
intelligemment ces propriétés et celles qu'on a vues précédemment de façon à éviter les erreurs de calcul classiques qu'on rencontre lorsque on développe et on réduit les expressions. Donc on va voir ça tout de suite sur des exemples. Alors on va développer et réduire l'expression 3x plus 5 moins 2 facteur de x plus 1 pour commencer. Alors ici, une erreur qu'on retrouve très souvent, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on écrit 3x plus 5 moins 2x plus 2. En fait, certains élèves oublient ici de distribuer également le moins qui est devant le 2. Alors pour éviter cette erreur classique, comment peut-on faire? Eh bien, il suffit simplement d'utiliser correctement les propriétés qu'on a vues jusqu'à présent. C'est-à-dire que on va commencer par ici, écrire cette soustraction sous la forme de l'addition de l'opposé. Donc soustraire 2, ça revient à additionner moins 2. Par conséquent, on peut écrire ça sous cette forme-là. Maintenant, on n'aura plus de problème avec la distributivité puisque on voit bien ici que c'est moins 2 qu'il faut distribuer ici dans la parenthèse et non pas 2 simplement. Donc là, on peut distribuer normalement. On obtient donc 3x plus 5 plus moins 2 fois x plus moins 2 fois 1. Ensuite, priorité à la multiplication, donc on effectue les multiplications. On obtient 3x plus 5 plus moins 2x plus moins 2. On réduit comme on a vu au paragraphe précédent et on obtient finalement x plus 3. Deuxième exemple, c'est lorsqu'on a un moins devant une parenthèse. Donc comment s'occuper de ce moins? Alors certains retiennent qu'il faut changer tous les signes de la parenthèse, qui est un petit peu compliqué. Le plus simple, c'est de se dire que ce moins, on peut l'écrire sous la forme plus moins 1 fois la parenthèse, c'est-à-dire comme ceci. À ce moment-là, on va pouvoir distribuer le moins 1 comme on l'a fait précédemment dans la parenthèse, et on n'aura pas de problème, on ne va pas oublier de moins, et l'écriture va s'écrire simplement. Donc on continue, on distribue le moins dans la parenthèse, on obtient x plus moins 1 fois 2x plus moins 1 fois 1, on effectue les multiplications, on obtient x plus moins 2x plus moins 1, on réduit, on obtient moins 1x plus moins 1, et on simplifie l'écriture au maximum pour écrire moins x moins 1, puisque 1 fois x ça fait x, donc on peut enlever ce 1 qui ne sert plus à rien. Donc voilà deux petits calculs qui permettent d'éviter des erreurs fréquentes. Alors évidemment on peut aller plus vite, bien sûr, mais c'est parfois bien de revenir aux bases de façon à bien comprendre ce que l'on fait et comment s'utilisent les propriétés du cours. Alors maintenant on va s'intéresser à la division. On va définir la division de façon analogue à la soustraction. Donc on va commencer par utiliser une définition préliminaire qui est la définition de l'inverse. Donc l'inverse d'un nombre petit a, alors évidemment il faut que petit a soit différent de 0, puisque 0 n'a pas d'inverse, on verra pourquoi après, eh bien c'est le nombre qu'on va noter 1 sur a, et donc il doit vérifier a fois 1 sur a égale 1. Alors évidemment on peut aussi définir l'inverse d'une fraction. Donc l'inverse d'une fraction, alors à condition bien sûr que a et b soient différents de 0, eh bien théoriquement on devrait le noter 1 sur a sur b comme ceci. Puisque en utilisant la définition, c'est ce qu'on obtient. Mais on sait déjà que lorsqu'on multiplie la fraction a sur b par la fraction b sur a, le résultat, ça fera 1 grâce aux règles de calcul vues sur les fractions. Donc, on voit bien que finalement, 1 sur a sur b, c'est la même chose que b sur a. Donc, on notera l'inverse d'une fraction a sur b, on notera ça, b sur a. Alors, on va montrer pourquoi 0 n'a pas d'inverse. Donc pour ça, il faut une propriété préliminaire qui est celle-ci, qui dit que lorsqu'on multiplie un nombre par 0, le résultat fait toujours 0. Donc ça, c'est la définition de 0. D'accord? Donc a fois 0 égale 0 fois a égale 0. Donc voilà notre propriété fondamentale qui va permettre maintenant de justifier pourquoi 0 ne peut pas avoir d'inverse. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, on va utiliser une démonstration qui s'appelle un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on va considérer que 0 a un inverse, et on va voir qu'ensuite, par un raisonnement logique, on arrive à une incohérence à la fin, et donc forcément que ça n'est pas possible. Donc on part du principe au départ que 1 sur 0 existe. Donc on dit si 1 sur 0 existe, alors d'après la définition au-dessus, on a l'égalité 0 fois 1 sur 0 égale 1, puisque c'est l'égalité qui est ici. Première étape. Ensuite, deuxième chose, si on applique la propriété 2,
alors la propriété 2 nous dit que si on multiplie un nombre par 0, ça fait 0. Par conséquent, j'ai ceci quel que soit le nombre a. Donc en particulier, si j'applique la propriété avec a égale 1 sur 0, j'obtiens ici 0 fois 1 sur 0 égale 0. Mais alors, j'ai à la fois ici 0 fois 1 sur 0 égale 1, et ici 0 fois 1 sur 0 égale 0. Donc ça veut dire finalement, selon ce raisonnement, que 0 égale 1. Et on sait évidemment que 0 n'est pas égal à 1, donc c'est impossible, c'est absurde. Par conséquent, comme on a obtenu par un raisonnement logique un résultat absurde, ben c'est que forcément l'hypothèse de départ était absurde. Donc on conclut que 1 sur 0 n'existe pas, donc 0 n'a pas d'inverse. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la définition de l'inverse et pourquoi 0 n'a pas d'inverse, on va pouvoir définir la division de deux nombres. Alors par définition, diviser un nombre a par un nombre b, évidemment à condition que b soit différent de 0, eh bien ça revient à multiplier a par l'inverse du nombre b. Donc c'est-à-dire que a divisé par b, c'est égal à a fois 1 sur b. Et donc évidemment, 0 n'ayant pas d'inverse, on voit que la division par 0 n'existe pas à cause de ça. Voilà pour ce qui est de la division de deux nombres. Alors maintenant, on va rappeler rapidement quelques règles de calcul essentielles vues au collège qui vont nous être très utiles au lycée. Donc d'abord, quelques règles de calcul sur les fractions. Alors la première règle, c'est le signe devant une fraction. Donc on voit que l'on place le signe moins devant la fraction, qu'on le place au numérateur ou qu'on le place au dénominateur, eh bien, ça ne change pas la valeur de la fraction. Donc, moins 1 sur a, c'est pareil que moins 1 divisé par a, c'est pareil que 1 divisé par moins 1. Donc ça, c'est très important parce que là aussi, on a souvent des erreurs. Évidemment, a étant différent de 0, sinon la fraction n'existe pas. Deuxième règle, c'est comment écrire une fraction sous différentes écritures. Alors, on a le droit de multiplier une fraction par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc si j'écris a sur b, ou que j'écris a fois c sur b fois c, évidemment, à condition que b et c soient différents de 0, j'obtiens la même fraction. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on veut additionner ou soustraire des fractions pour les mettre au même dénominateur. Troisième règle, c'est justement l'addition des fractions. Donc on se rappelle qu'on ne peut additionner des fractions que si elles ont le même dénominateur. Donc on se sert de la règle précédente pour les mettre au même dénominateur et ensuite on applique ici. Donc on garde le même dénominateur et on additionne ensuite les numérateurs entre eux. Règle suivante, c'est la multiplication des fractions. On en a déjà parlé tout à l'heure quand on a travaillé avec l'inverse de a sur b. Alors ici, à ne pas confondre avec l'addition. Donc ici, c'est très simple. On va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors des cas particuliers, bien sûr, c'est celui-là, où lorsqu'on a un nombre fois une fraction, eh bien, attention de ne pas se tromper. Quand j'écris a fois b sur c, je peux écrire ça de la même façon, a sur 1 fois b sur c, et appliquer la règle précédente. Et donc ça me donne a fois b sur 1 fois c, c'est-à-dire a fois b sur c. Là aussi, c'est des erreurs fréquentes, donc faites attention à bien utiliser ces règles. Et ensuite, pour terminer, la division de deux fractions. Donc cette division peut se noter de différentes façons. Donc ici, la première façon, c'est avec le symbole divisé, comme ceci, ou alors avec le symbole divisé comme ceci, ou alors sous forme de fraction, ici, comme ceci. Et tout ça, on sait que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc diviser a sur b par c sur d, ça revient à multiplier a sur b par l'inverse de c sur d, c'est-à-dire d sur c. Donc voilà pour les principales règles sur les fractions qui sont très utiles au lycée et qu'il faut connaître. Ensuite, un petit rappel sur les puissances. Donc les puissances, on va d'abord voir la définition. Donc a puissance n, comment définir ça? N étant un entier naturel. Eh bien, si n égale 0, dans ce cas-là, on a a puissance 0 égale 1. Attention, il faut que a soit différent de 0, sinon ça n'existe pas. 0 puissance 0 n'existe pas. Vous pouvez tester avec une calculatrice, vous verrez que ça vous met erreur. On ne rentre pas dans les détails puisqu'on n'a pas les outils mathématiques en seconde pour comprendre pourquoi. Vous verrez ça plus tard, éventuellement après le bac. Ensuite, si n égale 1, à ce moment-là, a puissance 1 par définition est égal à a. Et enfin, si n est supérieur à 1, eh bien, on va avoir a fois a fois a, n fois. Donc on aura n facteur a pour calculer a puissance n.
propriété fondamentale, l'exposant, donc cet exposant ici, est prioritaire sur tous les autres opérateurs. Donc par exemple, si j'ai moins 2 puissance 3, eh bien ça fera moins 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Si j'ai 2 fois 3 au carré, ce sera égal à 2 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 3, 6 fois 3, 18. Donc se rappeler que l'exposant qui est ici sera toujours prioritaire, ne jamais l'oublier. Alors maintenant, l'inverse de a puissance n, donc se note théoriquement 1 sur a puissance n, et bien ici, on utilise la notation a puissance moins n, qui est plus simple à écrire. Donc on retient que a puissance moins n, par définition, est l'inverse de a puissance n. Donc évidemment, si on a a puissance moins n fois a puissance n, eh bien, d'après la définition de l'inverse, ça doit faire 1 le résultat. Alors justement, on va voir quelques propriétés pour terminer sur les puissances. Donc première propriété, a puissance m fois a puissance n égale a puissance m plus n. D'accord? C'est une application très simple de la définition 9. Il suffit simplement d'écrire que ça c'est a fois avec m facteur, ça c'est a fois avec n facteur, et on obtient bien m plus n facteur au total. Ensuite, on a a puissance n fois b puissance n, qui est égal à fois b à la puissance n. Ensuite, on a le quotient de deux puissances, donc a puissance m sur a puissance n égale a puissance m moins n, ça aussi. Ça se démontre très facilement en utilisant les définitions 9 et 10. A puissance n sur b puissance n qui est égal à a sur b à la puissance n. Et pour terminer, les puissances de puissance, donc a puissance m à la puissance n qui est égal à a puissance m fois n. De la même façon, propriété très facile à démontrer en utilisant la définition. Donc ces propriétés sont à connaître parce qu'on les utilise régulièrement dans les calculs. Pour terminer, petit rappel sur les racines carrées. Donc les racines carrées, d'abord la définition. Donc quelle est la définition de la racine carrée d'un nombre? Alors ces racines carrées, on ne les connaît pas très bien au collège, mais on s'en est quand même servi quand on a appliqué par exemple le théorème de Pythagore. Donc on les a quand même déjà rencontrées. Alors on va préciser 2-3 choses ici, et puis on y reviendra plus tard, en particulier lorsqu'on étudiera les fonctions. Donc ici une racine carrée, c'est quoi? Donc la racine carrée d'un nombre, alors évidemment un nombre qui est supérieur ou égal à 0, très important. Puisque si le nombre est négatif, il n'y a pas de racine carrée. Vous pouvez vérifier la calculatrice en essayant de faire racine carrée de moins 2, vous verrez que ça vous fait une erreur. Donc ce nombre, on va le noter comme ceci, racine carrée de a. Si a est positif ou nul, sa racine carrée se note racine carrée de a. Et comment est-elle définie? Eh bien, tout simplement, quand je mets racine carrée de a au carré, j'obtiens le nombre de départ petit a. Donc évidemment, on voit pourquoi ici, il n'est pas possible d'avoir un nombre négatif, puisque on sait qu'un carré est toujours supérieur ou égal à 0, donc on ne peut pas obtenir, en mettant un nombre au carré, un nombre qui serait négatif, du moins dans les ensembles de nombres qu'on connaît. Alors, petite propriété sur les racines carrées, parce qu'on va s'en servir dans la suite, même si on ne les a pas véritablement étudiées au collège, on va les admettre ici. Donc les racines carrées marchent exactement comme les puissances en fait. Donc si on connaît les propriétés sur les puissances, on connaît les propriétés sur les racines carrées. Donc on retrouve ici le produit de deux racines carrées qui est égal à la racine carrée du produit. Et ensuite, on a ici le quotient de deux racines carrées qui est égal à la racine carrée du quotient. Voilà les deux propriétés pour l'instant qu'on va retenir et qui vont nous servir par la suite. Et on verra un peu plus en détail ces racines carrées lorsqu'on fera l'étude de la fonction racine carrée plus tard. Voilà, donc c'est tout pour cette séquence qui a été un petit peu longue, mais qui est très importante parce qu'elle rappelle beaucoup de règles de calcul.